Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo, aka mon mid-year free book tag. Je suis désolée, il fait trop chaud, du coup je vais devoir me ventiler un peu. Jusqu'au mois de juin, mi-juin, j'ai lu 50 romans et j'ai lu, je crois, un peu plus de mangas. Je sais pas trop, en fait je compte jamais vraiment tous les mangas que je lis, mais dans ce bilan ça va regrouper manga et romans. Alors, en fait, du coup j'ai préparé mes réponses pour pas perdre de temps et je suis tellement prévisible. En fait, c'est souvent parfois les mêmes réponses, j'ai l'impression. Et c'est pas ma faute parce que je fais pas mal de lectures. Il y a des lectures qui me marquent pas forcément et d'autres lectures qui me marquent intensément et donc qui vont revenir dans plusieurs catégories. Donc voilà, cette vidéo ce sera un peu une occasion pour moi de refaire de nouveau une petite propagande. Alors sans plus tarder, pour la première question, c'est le meilleur livre que tu as lu jusqu'à maintenant. Et évidemment, of course, The Poet Empress de Shen Tao, ici publié chez Bramble et alors, apparemment, sur Booknote, c'est écrit que ça va sortir le 8 octobre en France. Le truc, c'est que sur Booknote, ça dit également que c'est une romantessie, alors que ce n'est pas du tout une romantessie. Ça dit que c'est un livre de romance. Non, 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 non. Donc, je sais pas. J'arrive pas à trouver la maison d'édition qui va le publier en France. Mais apparemment c'est prévu. Je vous renvoie à ma vidéo spéciale coup de cœur sur The Poet Plus. Je suis désolée pour la qualité du son parce que je mettais le ventilo et du coup ça fait un bruit assez désagréable en bruit de fond. Mais j'espère que ça va pas altérer l'intérêt du contenu et de ce que je dis pour vous. En fait, à chaque fois je panique pour en parler, même brièvement, parce qu'il y a plein de choses qui se bousculent dans mon esprit et du coup je sais pas comment présenter. Mais en gros, on va parler de Female Rage, on va parler de l'accès à l'éducation, à la littérature chez les femmes, donc il y a vraiment une vibe un peu féministe. On va parler du pouvoir, de la magie de la poésie, parce qu'une partie de la magie s'incarne à travers la poésie, donc c'est très beau, il y a vraiment cette vibe poétique tout du long, même en arrière-plan, avec la description des paysages, qui rappelle pas mal cette délicatesse dans les peintures chinoises, cette fréquence des éléments naturels pour produire un écho assez intense et assez émouvant avec les sentiments des personnages. Les personnages, une héroïne qui est tellement forte qui va peut-être se déshumaniser au contact du pouvoir, du coup ça crée un certain suspense. Des personnages, un antagoniste masculin effroyable, mais que j'ai appris à aimer et que j'ai culpabilisé d'aimer parce que c'est un monstre, mais quand tu te plonges dans son passé, tu découvres également l'enfant qui est tellement pur, innocent, qui a été victime de son environnement politique, et du coup tu te dis est-ce que c'est encore possible de le sauver, mais en même temps c'est un peu trop tard parce que là il commet des choses affreuses, du coup on peut pas le pardonner, et c'est ça qui est trop cool, c'est que l'autrice ne nous invite pas à le pardonner, mais nous apprend, nous invite à l'aimer quand même, et c'est magnifique. Et puis vraiment l'élément qui m'a le plus bouleversée, je fais en vraiment x4 toute ma vidéo d'une heure sur ce roman, mais en même temps ma vidéo quand même vaut le coup je pense, parce que je parle un peu moins vite et je suis un peu moins dans tous mes états. Mon élément préféré ça a été la relation fraternelle entre Teren et Maro, entre l'antagoniste et son grand frère, qui dans le passé avait une complicité incroyable, tellement magnifique, et qui dans le présent se détestent, sont en pleine guerre fratricide pour le pouvoir. Et, euh, et c'est magnifique, c'est bouleversant, c'est déchirant, c'est tellement tellement tragique, c'est fataliste, et j'aime trop parce que l'autrice se retranscrit tellement bien. Et il y a toute une vibe, enfin, et ça contient également l'un des meilleurs dénouements que j'ai lu ever. Donc voilà, je vous conseille sur ces belles paroles. Meilleure suite de saga que j'ai lu jusqu'à maintenant, évidemment le tome 2 de Persona de Yelena, ici publié chez Hachette. J'ai plus trop les idées claires, mais je vous renvoie encore une fois à mon vlog où j'en parle et qui a été approuvé par Yelena parce qu'elle a pris le temps de m'écouter. Elle a dit qu'elle aimait bien un peu l'analyse entre guillemets que j'ai faite, et du coup je suis trop contente. Mais là j'avoue que j'ai les idées un peu moins claires parce que j'ai une mauvaise mémoire. Mais ah oui, ce que j'ai aimé évidemment, encore une fois, les personnages. En fait on suit des adolescents qui se comportent comme des adolescents. Ils ont leurs failles, ils ont leurs faiblesses. Il y a des moments où voilà, ils sont injustes envers les gens ou envers eux-mêmes. Mais tu comprends, parce qu'en fait c'est également pallié avec des forces, une lumière en eux qui fait tellement du bien, et t'es tellement fière d'eux, et j'ai envie de voir la suite de leurs aventures. Là j'ai pas encore lu la suite. Et en fait également Yelena ici elle prend le temps de mettre en avant l'amour avec un grand A, c'est-à-dire en dehors de la romance. Elle met en avant la fin de famille, les amitiés, mais avec une telle tendresse, une telle douceur pour ses personnages et pour leurs liens. Ça transparaît dans les mots. J'ai adoré également le tome 1, j'ai mis 4,5 sur 5, et là j'ai mis 5 sur 5 coup de cœur. J'ai été prise par les citations, j'en ai surligné pas mal. Il y avait des petits moments également, mais tellement choupinés avec les personnages.
notamment entre Andrea et Pax. Andrea, c'est un personnage gender fluid, et notamment il y a pas mal de représentations du coup qui est amené de manière très naturelle. Et Andrea, c'est une protagoniste magnifique, incarne l'empathie, la gentillesse, le fait de voir le bon chez l'humain. Et c'est fait avec... En fait, t'as envie d'être rassuré, d'être réconforté par Andrea. Incarne une présence rassurante, une compagnie tellement douillette, tellement foncièrement gentille. Et Yel a une relation tellement belle avec Pax qui est une jeune enfant. Et il y a des... En fait, Andrea incarnait un pilier pour Pax dans le premier tome. Et là, ça devient un peu plus réciproque. En fait, tu vois comment Pax peut inspirer également Andrea à sa manière. Et il y a des citations, il y a des moments... franchement, j'ai gaspé, j'ai pleuré. Et la fin, c'est également l'une des meilleures fins ever. En fait, il y a une poésie dans... Je crois que c'est la dernière scène. Je sais pas, en fait, je pense que ça dépend des sensibilités. Pareil, ici, c'est pas genre l'une des écritures les plus fines, des écritures les plus wow, les plus mind-blowing ever. Mais ça dépend de la sensibilité. Et les deux dénouements, là, ça touche à ma corde sensible. Mais là, un peu plus. Mais là, c'était vraiment au niveau plus poétique ou... là aussi, c'était poétique. Bref, j'arrête. Là, c'était plus ouais, au niveau de la mise en scène, moins dans l'émotion, mais au niveau de la mise en scène, ça m'a prise au trip et j'étais waouh, c'est tellement beau et tellement poignant. Et bref, voilà. Mais du coup, je vous conseille Persona, évidemment, pour tout ce que j'ai dit. Et n'hésitez pas, voilà, si vous voulez un avis plus approfondi, à voir mon vlog. Un livre qui est sorti en 2026 que tu n'as pas encore lu, mais que tu aimerais beaucoup. Alors, c'est Dingrai Fusion Records de Fei Tian Xiang, publié chez Bookmark. J'avoue, ce livre, au niveau de l'histoire, m'intéresse pas plus que ça. Je crois que c'est un Shensha Danmei, donc un boys love dans un univers fantastique. Alors, les phrases clés par Bookmark, c'est un monde où la magie a presque disparu depuis 300 ans, des périls menacent le monde, un jeune exorciste qui part en quête, une alliance forcée qui se transforme en lien profond, un mélange de mythologie, quête de sens, lutte contre l'apocalypse et le développement de personnages attachants. Alors moi j'ai juste peur que ça se concentre trop sur la romance. Mais après s'il y a des personnages secondaires attachants comme dans d'autres livres de ce genre comme Heaven of Spacing et The Grandmaster of... Le grand maître de la cultivation démoniaque, voilà c'est mieux. Bah franchement je pourrais bien l'accrocher. Après il y a pas mal de politique j'imagine donc ça a l'air cool. Mais pourquoi c'est le livre que je veux acheter et lire? C'est parce que c'est traduit par une de mes potes, donc Marilou si tu passes par là. Bravo, félicitations. Voilà, c'est une de mes anciennes camarades en licence de chinois. Et moi, j'avais abandonné parce que j'avais la flemme. Et elle a continué en master de chinois. Et du coup, je trouve ça ouf, cette concrétisation à la suite de ses études, le fait de traduire un livre du chinois. Enfin, vous imaginez pas la difficulté, je pense. Enfin, on a eu des cours de traduction, mais qu'est-ce qu'on a galéré. Enfin, moi, personnellement, j'ai galéré. Et là, traduire de la fantaisie, donc avec des nouveaux termes dérivés du chinois, incroyable ici, mais je doute pas du tout de la qualité parce que c'était une excellente élève. Et du coup, j'ai hâte, voilà, de l'acheter pour le lire, déjà en soutien à la traductrice, et aussi parce que peut-être ce sera une bonne surprise, et également la couverture est plutôt sympa aussi. Le livre qui n'est pas encore sorti, mais qui va bientôt sortir en 2026, et dont j'ai le plus hâte, je suis désolée, je traduis assez mal parce que c'est directement en anglais, le tome 2 de La Rage des Dragons de Evan Winter, publié chez Rivage. Il y a quelques semaines, je leur avais envoyé un message à la fin de ma lecture pour leur demander si ils allaient sortir le tome 2. Et là, il vient de me répondre et ils ont dit entre octobre et novembre. Et donc, je suis trop refaite parce que il me faut la suite et je me sentais pas assez forte, assez capable pour le continuer en anglais parce qu'il y a pas mal de termes de combat, il y a pas mal d'actions. Donc j'avais peur un peu de me noyer. Mais donc je vais patiemment attendre jusqu'à octobre et novembre et puis ensuite je vais me précipiter sur le tome 2. La personne qui m'a conseillé ce livre dans mes commentaires, merci beaucoup déjà pour la recommandation. Et tu m'as trop vendu le tome 2. Voilà, tes arguments, le fait qu'il y a plein d'adrénaline et tout, j'ai trop hâte. Voilà, ça me donne trop envie. La Rage des Dragons, pareil, c'est une fantasy que je vous conseille, une dark fantasy. Je vous renvoie également à ma vidéo où j'en parle, où vous voyez un peu mes réactions quand je gaspe lors notamment de la bataille finale ou alors il y a des moments badass et tout. Franchement, il y en a pas mal. Et il y a un désespoir chez le personnage principal. En fait, il est dans une quête de vengeance qui l'aveugle totalement, qui le pousse dans ses retranchements. Et encore, il dépasse ses retranchements en tant qu'humain pour vraiment se torturer. Mais il y a des scènes, mais t'es en mode, mais pourquoi il va jusque-là, quoi?
parce qu'il a envie de devenir le plus fort possible, mais il est face à des gens qui sont encore plus invincibles que lui. Donc voilà, il va outrepasser les limites humaines pour essayer d'acquérir en force, mais du coup il s'altère, quoi. Que ce soit au niveau psychique, relationnel et tout. Et la fin, oh ce désespoir, j'ai trop aimé. Franchement, ça a été un souffle de détresse. J'étais en mode mais waouh. En fait c'est un propos sur la guerre. Enfin, tu sais pas avec qui t'es, t'as l'impression d'être avec quand même les méchants, genre avec les colons et tout, du coup c'est un peu amer. Mais moi j'ai hâte de voir peut-être dans le tome 2 d'autres personnages, de l'autre camp notamment, parce qu'ils ont l'air vachement classe. La plus grosse déception de l'année jusqu'à maintenant, en roman, je pense que c'est Five Broken Blades de Mike Orland chez Olympe. C'est pas vraiment une grosse déception, même si j'étais dégoûtée de pas plus aimer que ça, parce que on me vendait un peu une fantaisie d'inspiration coréenne, et j'ai pas forcément beaucoup retrouvé, enfin je sais pas, je trouvais que c'était pas très immersif par rapport à la fantaisie, il manquait peut-être un peu de détails, par contre il y avait beaucoup de détails dans les 3 romances voilà, qui sont développées, mais de manière je trouve trop forcée. Pas de la manière dont j'aime moi particulièrement, ça développe beaucoup d'emblée l'attraction physique, et j'aime pas, voilà j'aime pas, et là le supporter dans 3 romances, ça m'a saoulée. Malheureusement ça va sortir l'histoire alors que vraiment au niveau des plot twists, c'est assez audacieux, c'est assez original, tu t'y attends pas forcément. Il y a des potentiels de trahison, il y a une paranoïa qui s'établit dans le groupe et qui les empêche vraiment de se rapprocher alors qu'ils développent voilà, une relation de confiance et de respect mutuel quand même. Et en fait, c'est ça également qui m'a manqué, c'est que on te dit que c'est un found family un peu, mais je trouve pas que c'est un found family, après peut-être dans les autres tomes, mais là, leur relation de respect et tout, j'ai pas vraiment senti, enfin j'ai un peu senti, mais pas assez pour que ce soit une found family, ou bien pour que ça me donne envie de voir ces relations éclore en quelque chose de plus fort, parce que j'ai pas été vraiment plus attachée au personnage que ça, donc voilà, déception. Il y a également un autre roman, alors là je suis vraiment deg, et j'espère que vous allez pas me détester, c'est Peau d'âme chez Gulfstream. En fait c'est pas un mauvais roman, je pense que c'est juste moi j'ai pas lu au bon moment, mais j'ai pas beaucoup accroché au rythme de l'histoire. Je trouvais qu'à un moment, enfin dans la première partie c'est assez lent et d'un coup ça se précipite, mais j'ai l'impression que c'est genre un roman qui est inachevé, un tome 1 qui est inachevé. Je trouvais que le rythme était bizarre en fait, qu'il se passait pas grand chose et d'un coup voilà, enfin il se passe plein de choses et tout, et t'as pas vraiment le temps de vraiment profiter des choses. Enfin, je sais pas, je sais pas, mais au niveau du propos de Female Rage et tout, c'est libérateur, c'est bien, c'est assez dark, vraiment la réinterprétation de Podane, vraiment ça fait du bien. Donc c'est quand même un livre que je conseille, hein. Mais une œuvre que je ne conseille pas après avoir été plus que déçue, mais j'ai été dégoûtée, vraiment. Five Broken Plates et Peau d'âme, j'ai passé un bon moment, tu vois, ce sont quand même des livres que je conseille si c'est adapté à vos goûts, mais là je sais pas comment je pourrais vous le conseiller. C'est le manga Zetsuai 1989 de Minami Ozaki, publié chez Tonkam. C'est une série en 5 tomes et je l'ai présenté dans un vlog manga, donc voilà, je vous y renvoie, vous voyez également un peu en live mes réactions, parce que là je vais passer très vite parce que j'ai pas envie de consacrer plus de temps à ce manga. Je crois que c'est l'un des livres piliers du boys love en manga au Japon. En tout cas c'est un titre assez vieux dans une époque où il n'y avait pas beaucoup d'œuvres de référence pour le boys love. Je voulais lire ça pour un peu célébrer le mois de la Pride, je disais ouais, ça m'intéressait vraiment. Vraiment, c'était le livre qui m'avait motivée à faire un vlog spécial manga pour pouvoir le présenter parce que je me disais, ça a l'air assez dramatique, ça a un peu son charme de vieux manga de l'époque, ça a l'air cool, assez développé psychologiquement. On va parler d'amour passionnel, non réciproque, et également de l'éveil de l'homosexualité dans une société qui le réprime, parce que à l'époque au Japon, même encore maintenant, voilà, c'est pas très bien vu, et à l'époque, ça te faisait énormément culpabiliser, c'était considéré comme une perversion, comme une anormalité. Ça, ce sont des thèmes qui sont vraiment cool, et au niveau de l'amour, donc on a un amour non réciproque entre un protagoniste et un autre. Le truc, c'est que l'autre, le protagoniste qui est amoureux, il sait pas gérer ses sentiments et ses pulsions. Et du coup, il va y avoir des scènes de l'ordre du crime. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, au début, dans les 3 premiers tomes, ça allait, parce que voilà, il était torturé, parce que c'était pas quelqu'un de foncièrement gentil, mais il faisait de son mieux, il avait de bonnes intentions, et donc on sympathisait un peu avec lui. Et après, à partir du tome 4, il part en roue libre. Et je sais pas si l'autrice voulait dénoncer ça parce qu'on s'attarde beaucoup sur la souffrance de cet agresseur, voilà, de ce protagoniste horrible, un monstre, plutôt que sur la souffrance et le traumatisme qu'il laisse derrière lui chez ses victimes. Et du coup c'est très perturbant et
Voilà, donc j'étais vraiment dégoûtée parce que c'était pas ça que je voulais. En fait, je voulais un boys love pas choupiné, mais un peu dramatique et d'être un peu, voilà, un peu green flag. Mais non, c'était un peu une dark romance. Ça a peut-être participé à cette tendance dans le boys love dans les années 2000, 2010, je crois, où on voit un peu cette relation un peu de domination, genre hooker, s'aimer entre le mec dominant et le mec dominé. Également ces relations passionnelles où au nom de l'amour, du désir, bah tu vas un peu empiéter sur la liberté, sur la volonté de l'autre et c'est un peu vu comme une démonstration d'amour. Enfin bref, ça m'a vraiment dégoûtée. Vraiment, c'est la plus grosse déception pour l'instant. Et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que là, ça suffit. La meilleure surprise de l'année jusqu'à maintenant, je sais pas trop. Peut-être Freerun, le manga Freerun, parce qu'en fait, j'avais commencé à regarder le premier épisode il y a quelques années, enfin je crois même il y a tout juste 1 ou 2 ans, et j'étais pas dans le mood pour accrocher, vraiment je sentais que c'était pas le bon moment. Et là, c'est tombé dans une période de ma vie où ça m'a vraiment fait du bien. Pareil, je renvoie au vlog où j'en parle. On va suivre une elfe qui n'a pas la même notion de temps que les humains parce que elle vit genre pendant des milliers d'années. Et du coup, elle, par exemple, 10 ans d'aventure qu'elle entreprend avec un groupe d'humains, pour elle, c'est rien du tout. Mais pour les humains, par exemple, ça représente une aventure, une épopée très longue, incroyable et tout. Quand elle a commencé à perdre notamment l'un de ses compagnons parce que lui il est décédé de vieillesse, elle va un peu regretter ça, de ne pas avoir assez profité de sa compagnie, donc elle va s'engager de nouveau dans une aventure avec de nouveaux personnages et elle va plus profiter de cette aventure, elle va plus se sentir humaine, plus profiter de ces liens qu'elle développe avec les autres, même si pour elle c'est vraiment éphémère. C'est magnifique, en fait la manière dont c'est fait, c'est très doux, c'est très tendre, on peut épuiser des leçons de vie, mais à notre niveau, sans que ce soit balancé à ta gueule comme ça, tu vois, en mode carpe diem, profite de la vie, profite de tes proches et tout. Non, c'est vraiment très doux, c'est assez chill et j'aime trop les petits chapitres où c'est chill. Il y a aussi de l'action qui va vraiment se développer petit à petit, mais moi, mes moments préférés, c'est vraiment les petits chapitres où tu te plonges dans leur quotidien, où ils s'arrêtent à un endroit, il se passe des petites choses, c'est pas vraiment grave, mais tu sais qu'au bout de ces chapitres, il va peut-être avoir des petits moments doux, tendres, voire émouvants, où voilà, elle va revenir sur son passé. En fait, c'est un dialogue perpétuel avec son passé, où elle va cultiver la mémoire et les valeurs de son compagnon décédé. Et c'est magnifique, vraiment, ça fait du bien, et c'est vraiment tombé à une période où j'étais plus que réceptive par rapport voilà, à ma vie personnelle. Et waouh! En plus, je trouve que c'est une lecture printanière, estivale. Voilà, je le conseille. Mon nouvel écrivain, ma nouvelle écrivaine préférée de l'année. Je pense que j'ai parlé d'Uketsu, qui a écrit Strange Pictures, Strange Houses et le troisième Strange Buildings, je crois. C'est pas des chefs-d'œuvre et c'est pas des livres les plus profonds, les plus bouleversants que j'ai lus de ma vie, mais c'est trop addictif. J'aime trop le mécanisme, le fait que à partir d'images assez qui ont l'air assez inoffensives, bah tu sais qu'il va y avoir des histoires morbides qui vont se développer derrière et du coup ça rend ces images creepy. Alors que parfois c'est juste des schémas de maison, tu vois, des trucs vraiment neutres. Mais comme tu sais que t'es dans un thriller et qu'il va se passer des choses glauques, il va y avoir des révélations glauques, et bah ça te dérange ces images-là. Et en fait, du coup, tu t'attardes sur ces images qui sont normalement assez simples et tu te poses des questions sur pourquoi c'est dérangeant, qu'est-ce qui est dérangeant. Et du coup, ça participe à nourrir ce sentiment perturbant et c'est trop bien fait. Et la manière dont c'est amené avec les petites révélations, les petits plot twists, je trouve que c'est vraiment prenant et addictif. Et il y a également, Shunta ou des Poet Press parce que bah, c'est sûr que je vais me jeter sur son prochain roman. Et je me dis, mais c'est ouf parce que c'est son premier roman des Poet Press. Et je trouve qu'elle se démarque un peu de ces tendances de romantécie où t'as l'antagoniste masculin qui est dark, mais en fait il cache un passé tragique et du coup il va réussir à se faire guérir par l'héroïne et du coup il va commencer à l'aimer, etc. Non, 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 non. C'est une relation abusive. C'est peut-être une relation d'amour qui va se développer, mais c'est très ambigu et vous pouvez l'interpréter sous le prisme de la romance si vous voulez, mais moi je trouve que c'est assez entre guillemets réducteur et que c'est plutôt une réflexion plus globale sur l'amour que tu peux ressentir pour quelqu'un que tu détestes en même temps. Et c'est trop bien. Bref, du coup, j'ai très hâte de voir ses prochains romans parce que si ça c'est son premier, mais elle va pondre des masterclass quoi. Oh my goodness, I love this question! Ton nouveau crush de fiction, Kiffré. Wow. Alors apparemment on dit Kiffry, mais j'ai trop pris l'habitude de dire Kiffré. Donc Kiffré, l'atelier des sorciers, je m'évente parce que évidemment il me donne chaud. Surtout avec son haut moulant. Mais pourquoi l'autrice lui a foutu un haut moulant? C'est très beau,
hein, pour les yeux. C'est pas possible qu'elle ait fait ça sans faire exprès, tu vois, qu'elle ait fait ça involontairement. Elle a su, elle Wow. savait que il y avait un côté un peu sensuel, je pense. Bref, mais sinon en dehors de cette attraction physique, Kifré, c'est un crush également. En fait, il est trop bien parce que du coup, là, je le redécouvre à travers l'anime également. Parce que j'avais un peu oublié ce qui se passait dans les premiers tomes, comme j'ai lu il y a quelques années. Et j'avais oublié à quel point au début, il était assez nébuleux. Il était peut-être parfois assez creepy, on sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec lui parce que il va agir comme un maître pour les apprentis sorcières. Un maître qui est compréhensif, qui est patient, qui est attentif, qui est tellement doux avec ses élèves. Et du coup, il va leur prodiguer voilà, des enseignements, mais qu'il va pas forcément appliquer lui. Et donc, tu découvres un personnage qui est moralement gris peut-être. Tu sais pas vraiment jusqu'où il est prêt pour aller dans son ambition personnelle. Est-ce qu'il est prêt à s'aliéner, à peut-être sacrifier ses apprentis parce que en fait, il va accepter une nouvelle disciple, mais c'est pas vraiment pour elle, mais c'est vraiment pour lui, pour ses propres intérêts. Et ça, j'aime trop parce que donc il y a un peu cette sorte de dualité en lui, mais n'empêche qu'il est super gentil, il est tellement incroyable avec les apprentis et ça fait trop du bien. Et en fait, du coup, j'ai lu la suite et on découvre son histoire. Et son histoire a une vibe ironique, slash tragique, slash poétique. En fait, c'est tellement poétique dans son ironie, sa tragédie, que j'ai trop aimé. Vraiment, c'est... j'aime trop son histoire. Vraiment, la poésie, la vibe poétique et cette idée, je me dis, mais l'autrice, pour moi, c'est une génie. Voilà, parce que... Bref, je vais pas en développer plus, mais ça m'a coupé le souffle. Et puis, il y a également une amitié que les gens interprètent ça également comme une romance avec son meilleur ami, Olugyo, je sais pas trop comment on dit. Et je comprends aussi, mais moi j'aime bien le voir sous le prisme de l'amitié pour montrer que l'amitié c'est également une relation qui peut être aussi puissante, aussi bien développée, aussi poétique. Oh mon dieu, mais leur histoire, mais waouh! Et non, vraiment Kifré. Mais en fait, c'est trop beau parce que Kifré, il est tellement calme, il est tellement doux. Et l'instant d'après, quand il se bat et tout, il est sauvage. Et ça fait de l'effet des personnages qui sont gentils en apparence. Et après, quand ils se déchaînent, et bah, ils sont sauvages et ça fait quand même de l'effet. En plus, avec son haut moulant, voilà, évidemment. Bref. Sinon, après, il y a mon nouveau personnage préféré. Encore une fois, Teren des Poet Press. Alors c'est horrible parce que c'est un monstre, mais j'ai tellement adoré comment il m'a fait naviguer dans plein de sentiments contradictoires où vraiment j'étais perdue. Je répète, mais j'étais perdue. Je savais plus quoi ressentir parce que tu plonges dans son passé. C'était un enfant, mais oh mon dieu, j'aurais pu mourir pour lui. Et ensuite on switch dans le présent et là j'ai envie qu'il meure, tout simplement. Parce qu'il est horrible. Et j'aime trop parce que c'est pas linéaire. Genre, une fois que tu découvres son passé, tu le découvres sous de nouvelles lumières, évidemment, mais l'autrice te rappelle encore que c'est un monstre. Voilà, enfin c'est... En tout cas, il est horrible avec des gens, il fait des choses horribles, il est aléatoire, il est imprévisible, et donc c'est vraiment effrayant, et tu stresses avec les ruines. Et donc t'es partagé, et vraiment j'ai aimé, et quand je repense à lui, je trouve que c'est tellement précieux tout ce que j'ai ressenti, parce que ça m'a bousculé dans mes repères, dans mes convictions, dans mes certitudes, et j'aime trop comment c'était fait. Mais également, vraiment en totale opposition, Andrea de Persona également comme personnage préféré. Parce que, en fait, là, ça m'a bouleversée par sa méchanceté, et par son humanité et par sa complexité, mais là, c'est vraiment parce que Andrea, ça incarne la gentillesse, et j'aime trop la gentillesse chez les personnages. C'est une qualité qui, au fil des années, me touche de plus en plus, parce que je trouve que c'est pas forcément acquis, et la manière dont c'est fait, c'est pas forcément facile également, et là, Andrea, comme j'ai dit, c'est l'allégorie de la gentillesse, de la bonté chez l'humain, et de l'amour qu'on peut porter à des gens, qu'on peut recevoir. Et waouh, parce qu'Andrea également c'est un personnage qui est Arrow Ace, donc qui n'a pas de désir amoureux ou sexuel, et du coup qui accorde énormément d'importance à ses liens de famille de cœur et d'amitié. Et donc c'est magnifiquement bien mis en avant. Et merci à Yelena et à Andrea qui fait tellement du bien. Et vraiment, elle a... Bref, j'arrête de... Vous m'avez compris. Encore, j'ai passé très vite dessus. Le livre qui t'a fait pleurer, bah, évidemment, des Poètes Plus. Il y a aussi Personnage également pleuré. Mais en fait, celui-là, j'ai pleuré même bien après la fin de ma lecture parce que quand j'ai repensé, bah, je repleurais. Quand je repensais à la fin, je repleurais. Quand je réécoutais des musiques qui m'avaient accompagnée pendant ma lecture, je repleurais. Donc voilà, je vais éviter de trop m'apesantir dessus, mais
Waouh, j'ai beaucoup pleuré. Parfois pour des moments vraiment random, vraiment juste de tendresse, parce que ça débordait tellement d'amour dans un monde qui est tellement cruel, parce qu'au niveau de la politique, tu te sens démuni, tu te sens parfois désespéré, parce que c'est tellement cruel. Et c'est vraiment la loi du plus fort, et t'as l'impression de constamment être sur tes gardes, parce que tu peux te faire trahir ou tu peux te faire poignarder à tout moment par n'importe qui. J'ai trop aimé cet environnement de tension permanente, mais ça faisait du bien du coup quand il y avait des moments tellement tendres, notamment entre les frères. C'était magnifique. Bref, voilà, donc ça m'a bousillé le cœur, ça m'a déchiré, ça m'a dévasté, et je peux que en remercier l'autrice. Un livre qui m'a rendu happy, Le fleuve d'argent de S.A. Chakraborty, publié chez De Saxus. C'est un hors-série des tomes de la trilogie de Daïvabad, genre La Cité de Laiton, Le Royaume de Cuivre et L'Empire d'Or, que j'avais adoré. Surtout le tome 2, vraiment le tome 2 c'était un coup de cœur monumental. Et là, du coup, j'ai trop aimé. Franchement, ça m'a fait trop du bien, ça m'a rendu trop happy de retrouver mes personnages chouchous, Nari, Ali, mon mari ultime, Muntadir, Zainab, et également de rencontrer des nouveaux personnages enfin, en fait, c'était retrouver des personnages que j'avais totalement zappés dans la première trilogie, parce qu'en fait, dans la trilogie, il se passe tellement de choses que j'avoue, je faisais pas vraiment attention à tous les profils de personnages, et là, le fait que c'était dans un recueil de nouvelles, donc c'est plus posé, voilà, on s'attarde plus un peu sur la caractérisation des personnages, des relations, et moins sur les événements, voilà, les événements dramatiques, les plot twists, les complots politiques et tout. Bah, ça m'a fait du bien de vraiment juste m'attarder sur les personnages et sur voilà, leur psychologie, leur richesse, leur complexité. Ça faisait vraiment du bien. Et du coup, je me suis vraiment attachée à eux. Donc là, c'est un peu trop tard parce que donc c'est la fin. Mais en parlant de la fin aussi, il y a un prolongement du dénouement de l'Empire d'Or, donc de la fin de la trilogie. Et au début, j'avais un peu peur parce que je trouvais que la fin de l'Empire d'Or c'était parfait pour notamment deux personnages. Du coup, je me disais, mais qu'est-ce que l'autrice va rajouter? Peut-être elle va faire un peu du fanservice au niveau de la romance et tout. J'avais vraiment peur. Et non, c'est vraiment dans un prolongement qui respecte la psychologie, le cheminement de guérison psychologique des personnages. Voilà, je vais pas en dire plus, ne vous inquiétez pas. Mais ça faisait du bien et c'était tellement doux. C'est romantique, mais ça reste cohérent avec là où sont les personnages et ça brusque pas les choses. Et ça force pas pour voilà, nous créer des scènes hyper romantiques, passionnelles, qu'on peut voir un peu dans les romans fantasy et que moi j'aime pas. Si vous aimez bien, bah tant mieux. Mais moi vraiment, j'avais vraiment peur de ça parce que je trouvais que ça allait être trop brusque avec là où on a laissé les personnages à la fin de la trilogie. Et non, ça a été une extension de la fin, mais je crois que j'ai un peu eu les larmes aux yeux tellement c'était doux, c'était romantique, c'était tendre, c'était magnifique. Et voilà, donc j'ai trop aimé et puis ça m'a un peu réconciliée avec un personnage en particulier que j'ai détesté dans la trilogie. Et voilà, donc que des raisons pour que ce livre m'ait rendue heureuse, j'ai trop aimé, voilà. Et en plus je lisais au parc, il faisait moins chaud que maintenant, il faisait assez frais, c'était trop bien comme un souvenir de lecture. Donc voilà, c'est une trilogie, une saga que je vous conseille, et là c'est un hors-série également que je vous conseille. J'avais vraiment peur parce que j'avais terminé la trilogie il y a quelques années, donc j'avais peur que en fait je m'étais détachée des personnages et que là, en lisant ce roman, bah, je me rende compte que j'étais plus aussi attachée aux personnages que je le pensais, mais en fait non. Non, 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 et non mais vraiment Ali, ça me fait trop du bien de le retrouver là, de retrouver les raisons pour lesquelles je l'aimais, j'étais autant amoureuse de lui, et voilà. Le plus beau livre que tu aies acheté ou reçu, alors tout récemment, mon dernier achat. Waouh. Je me passe de mots, hein. Le tome 4 de Persona de Yelena, auto-édité. Je retrouverai les références des personnes qui ont travaillé sur cet objet livre là. Alors il y a juste un truc qui m'inquiète. À la fin, pourquoi Andrea a des yeux fermés? Je sais que le dernier tome a fait pleurer, a dévasté des gens. J'ai peur. J'ai peur. Mais non, mais magnifique. Alors du coup la collection est un peu dépareillée, enfin est beaucoup dépareillée parce que donc Hachette n'a pas voulu, je crois, reprendre la saga de Persona, donc il y a seulement les deux premiers tomes qui sont disponibles chez Hachette et ensuite les tomes 3 et 4 c'est en auto-édition et on peut commander sur le site de Yelena ou alors en librairie je crois. Je crache un peu sur Hachette. Mais non, mais c'est magnifique. Bon, j'arrête de vous montrer. Mais en fait, le choix de la couleur noire, ça fait peur. J'ai peur. Mais c'est tellement beau avec des dorures et tout. J'aime trop. C'est tout en noir et tout. J'aime trop.
J'aime trop, c'est trop mon type de livre, comme si j'allais pécho. Mais bref. Et enfin, les livres que j'ai besoin de lire avant la fin de l'année. Alors en manga, j'aimerais enfin rentrer dans la hype de Vinland Saga de Makoto Yukimura publié chez les éditions Kurokawa. Je suis en train de lire les premiers tomes et en fait j'avais déjà vu la première saison mais j'avais pas vraiment accroché et peut-être parce que j'étais pas dans le bon mood pour apprécier. En fait c'est assez lent je trouve. J'étais pas vraiment attachée au personnage, à l'action alors que j'y sens le potentiel et de ce que j'ai entendu sur la suite du manga où on va vraiment se concentrer sur le processus de guérison du héros qui en fait dans la première partie est vraiment aveuglé par sa quête de vengeance. Il est vraiment obsédé par ça, il se détruit et ensuite il y a une ellipse et on le voit quand il est adulte où il est plus posé, où il comprend un peu mieux je crois la philosophie de son père, mais son père donc qui est décédé, qui a été tué et qui avait une philosophie très pacifiste des choses j'ai l'impression. Et donc voilà, ça a l'air assez contemplatif, assez philosophique, comme un peu freerun. Et j'ai envie de vivre ça, je me dis que c'est vraiment une œuvre qui pourrait vraiment me toucher si ça tombe au bon moment et j'espère que 2026 bah, c'est le bon moment pour que j'accroche. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'accrocher, de rentrer dans la hype parce que c'est ce genre d'œuvre où je me dis ça correspond à mes goûts, c'est juste que ça dépend de mon mood, mais ça a le potentiel pour vraiment me marquer. Tu vois, donc peut-être que ça va faire comme Freerun où au début j'avais pas vraiment accroché et en fait à travers le manga, bah, j'ai vraiment trouvé mon compte par rapport à l'histoire. Donc voilà. Et également la fin de Persona, les tomes 3 et 4, c'est une saga que j'ai envie de terminer en 2026 et peut-être le figurer dans mes coups de cœur, dans mon top de 2026. Et également la saga Lord of Mysteries de Cuttlefish That Loves Dying, un truc comme ça. C'est un pseudo un peu bizarre, mais en fait ce sont des web novels qui sont écrits par des auteurs, autrices anonymes sur internet de base. Et Lord of Mysteries, c'est considéré comme le web novel chinois le plus abouti, le meilleur web novel chinois apparemment. Le truc c'est que j'ai essayé de le lire en e-book, en version non officielle, parce qu'à ce moment-là il n'y avait pas eu de traduction anglaise ou française officielle. J'ai galéré, vraiment le début est insupportable tellement c'est en mode infodumping, ça te balance plein d'infos sur l'univers, c'est tellement vaste. Genre, mais je comprends rien. Enfin, en fait, je comprends, mais j'ai du mal à me familiariser avec l'univers. Et donc, c'est trop déroutant. Mais j'ai envie. Et donc là, il y a eu une traduction officielle anglaise qui est sortie. Il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Ça va me faire un sacré coup, mais je pense que je vais les acheter et je pense que je vais les lire parce que j'ai envie de rentrer dans cette hype. En fait. J'ai envie d'être bouleversée, même si apparemment au début c'est assez laborieux parce que c'est vraiment juste voilà, familiarisation avec l'univers, explication sur explication. Mais apparemment l'histoire est dinguissime, peut-être avec des plot twists, peut-être avec de la tragédie, avec des personnages incroyablissimes, surtout en voyant les magnifiques fanarts qui sont réalisés sur cet univers. Mais voilà, je ferai un vlog, comme ça vous me verrez en train de dépérir tellement je comprends rien, tellement c'est laborieux. Mais je pense que ça pourrait être assez marrant. Voilà voilou, j'ai enfin terminé. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à participer à ce tag, je sais même pas c'est qui l'a fait. Je retrouverai la personne qui l'a fait, je le mettrai en barre d'infos. Quelle a été votre déception littéraire, votre coup de cœur littéraire, vos nouveaux persos préférés ou vos nouveaux crushs préférés? Je trouve que c'est un peu les questions les plus amusantes et plus rigolotes. Et je vous laisse parce que je suis en train de mourir de chaud, donc j'ai très hâte d'allumer le ventilo. Et je vous retrouve pour la deuxième moitié de 2026 qui j'espère s'annoncera également riche en coups de cœur. En fait, c'est ça qui est trop cool, c'est que j'ai très peu de coups de cœur ces dernières années. Et là, en avoir 2 dans la première moitié d'une année, franchement, je trouve ça trop cool. Merci. Merci à Yelena et à Shentao. Merci, merci. Donc je suis trop contente et j'espère que dans la prochaine moitié, je vais avoir quand même 1 ou 2 nouveaux coups de cœur. Merci encore et à bientôt peut-être. Je sais pas, j'espère. Salut!